me donne des frissons de vous parler de ça, parce que c'est vrai que le premier malade qui est arrivé chez nous est mort d'embolie pulmonaire. Et je me suis dit, bon, ben, on n'a pas de bol. Et c'était un lundi. Et le mardi, on a eu le deuxième qui est mort d'embolie pulmonaire, deuxième Covid. Là, j'ai dit, c'est plus du bol. Et je suis allé sur Internet, j'ai fait Google et PubMed, Covid et embolie pulmonaire. Et bien, il n'y avait rien du tout. C'était zéro de chez zéro. Rien, même pas thrombose veineuse périphérique. Vraiment, j'étais devenu fou, quoi. Et c'était deux sujets jeunes. Bon, tout à l'heure, Eric disait la précarité. Effectivement, alors, je ne sais pas au sud de la Seine. Tu n'es pas de la précarité, toi. Ah, mais moi, je suis très, très, très près de la précarité, oui. Donc, moi, je peux confirmer que c'est vraiment une maladie de la précarité. Alors, les messages que je vais essayer de vous passer, c'est qu'effectivement, les thromboses veineuses et les embolies pulmonaires sont en fait très fréquentes. Vous allez voir les études qu'on a faites. Je vous parlerai juste un tout petit peu des thromboses artérielles, ça a été très bien fait. Et surtout, je vais vous parler des vaisseaux, parce que dans l'anticoagulation, il faut avoir compris le thrombus, mais aussi le vaisseau. Et je vous dirai oralement, en tout cas, des résultats qui sont actuellement d'un papier qui est en soumission, et la prévention est déterminante. Donc c'est avec ça qu'on a vécu pendant des semaines. Et en fait, je vous ai dit, voilà, mes deux premiers Covid qui étaient très jeunes sont morts coup sur coup. Le deuxième, le pauvre, c'était un jeune qui avait une fille. On l'a mis sur le ventre en ventilation spontanée. Et le hasard faisait que le chef de clinique était passé juste une heure avant faire l'écho. Il avait un VD nickel. On le met sur le ventre, il fait l'arrêt cardiaque. On appelle l'équipe de Bruno Megarban pour mettre l'ECMO. On refait une écho et là, le VD était très dilaté. Et malheureusement, on n'a rien pu faire. Dans une autre chambre, on a eu une autre dame qui, elle, est venue avec cette embolie pulmonaire. C'était le même jour. Mais elle n'avait pas de dyspnée. En fait, l'embolie pulmonaire a été trouvée un peu par hasard par les urgentistes. Ils nous l'envoient. Donc c'était spectaculaire, mais elle n'était pas très très dyspnique. Donc suite à ça, on a fait, donc l'équipe de Bruno Megarban et moi-même, suite à ces cas-là, on s'est arrêté, on a dit, bon ben là, on va demander au physiologiste, à Philippe Bonin, de venir regarder systématiquement tous les matins. Donc on avait les échographistes qui passaient pour regarder, on a fait ça pendant 15 jours, et c'est important sous préventif, c'est-à-dire sous une simple dose, comme tout malade de réanimation normale. Je vous rappelle qu'on était début mars, on ne savait rien. Donc on les a laissés sous traitement préventif normal. Et on a fait tous les matins, tous les malades. Donc ils se farcissaient tous les malades. Et on faisait donc AJ1 et AJ8. Et donc, comme vous pouvez le voir sur le camembert, la moitié des malades n'avaient rien. Mais regardez, pour l'autre moitié, on avait effectivement des thrombus, pour beaucoup fémorales et poplitées. Et quand on regarde les dédimères sur la droite, donc ceux qui n'avaient pas de DVT étaient en bleu, ceux qui étaient en périphérie ou en proximale, vous voyez que le chiffre des dédimères était plus élevé. Alors je vais vous montrer quelques cas pour que vous vous rendiez compte quand même que c'est des obus extraordinaires. C'est vraiment des choses que ni nous... Ah, je ne sais pas si le film va partir. Si, oui, non. Bon, en tout cas, vous voyez là, et vraiment ça c'est un malade... Ah si, voilà, ça y est. Ça c'est vraiment un malade lambda. Mais regardez la taille du thrombus. Et tous les malades, on a vu ça, des thrombus de 7, 8, 10 cm. Donc vous vous dites, et vous voyez, il est bien flottant, ouh, gentil. Donc celui-là, vous dites, il part, c'est boum. Et effectivement, vous allez voir une étude qu'on a fait sur l'ensemble de l'Île-de-France. Vous allez voir qu'effectivement, quand ça part, ça fait très très mal. Alors ça, c'est un autre patient. C'est surtout pour vous montrer le sludge, comme dans les ACFA. C'est vraiment du sang qui bouge très très peu. Et idem ici, de nouveau, un autre thrombus. Donc, avec Bruno, on avait fait cette étude-là qui nous avait impressionnés. Et parallèlement, il y avait donc ce papier qui sortait, que vous connaissez tous, qui disait, voilà, sur les semaines 13 à 16, il y a eu une grosse augmentation d'arrêt cardiaque soudain sur l'Île-de-France. Et parallèlement à cette étude, en fait, avec l'Institut médico-légal ici à Paris,
Et avec Sainte-Anne, on avait lancé une étude pour regarder tous les scanners des malades pendant le pic de Covid. Et on s'intéressait qu'à une seule chose, est-ce qu'il y avait des embolies pulmonaires proximales? Quelle était leur fréquence? Et on a comparé avec les scanners de 2009. Donc on a les chefs de clinique et les internes de Sainte-Anne, de radiologie, les gens de l'Institut médico-légal. On a regardé tous les scanners 2019, de toute façon blindés, et on a regardé pendant le pic du Covid qui correspond aux morts, aux arrêts soudains. Et bien là, le résultat a été sans aucune discussion. Quand on a regardé par rapport à 2019, il y avait une très très forte augmentation de la prévalence de l'embolie pulmonaire proximale. Là, je ne parle que de l'embolie proximale, c'est-à-dire celle qui est dans le tronc de l'artère pulmonaire. Et quand on a regardé les DVT, on avait une augmentation aussi très très importante des DVT chez les malades qui étaient morts par arrêt soudain dans la région parisienne quand on prend l'ensemble de l'Île-de-France, donc des malades qui ont des scanners et qui sont autopsiés à l'Institut médico-légal. Et juste pour vous donner une idée de cette incidence des embolies pulmonaires proximaux, il y en avait autant pendant les 15 jours du pic du Covid que pendant toute l'année 2019. Juste pour vous donner une idée. Dans ces malades-là, et ça a été vraiment pour moi une grosse surprise, dans ces malades-là, ça allait de 30 ans à 90 ans. La majorité des malades étaient en contact avec quelqu'un de leur famille dans les minutes qui précèdent. On a un jeune de 30 ans, pas bien, il va à la pharmacie acheter le Doliprane, il rentre chez lui, il est mort. Donc c'est important parce que quand tout à l'heure je vais vous parler de la prévention, voilà, j'ai mon avis sur la prévention, mais moi je suis plutôt agressif sur la prévention parce que ça touche des gens qui n'étaient pas nécessairement asymptomatiques, en tout cas c'est des gens qui étaient chez eux ou qui étaient dans la rue ou qui étaient au boulot. Alors, suite à ce qu'on avait vu en réanimation, donc suite à ce qu'on avait montré dans cette étude avec l'Institut médico-légal, nous, la prévention, donc très vite, on a fait une deuxième phase en réanimation qui était une prévention avec donc double dose de la prévention habituelle, donc double dose d'énoxaparine. Aujourd'hui, les éléments qu'on a en main, c'est que ça suffit à baisser à plus de 80% des thrombus que vous avez vu tout à l'heure. On les a quasiment fait disparaître, uniquement en doublant le préventif. Je n'ai pas de data pour vous dire combien de temps il faut continuer. On a décidé avec le service de médecine interne de Lariboisière, au vu de ce qu'on avait vu, et surtout au vu de cas qu'eux ont vus dans bulbe pulmonaire secondaire, c'est-à-dire effectivement de malades qui avaient des symptômes et qui, 15 jours, 3 semaines plus tard, venaient avec une embolie pulmonaire. On a décidé de continuer au moins 1 mois après que le malade quitte l'hôpital, c'est-à-dire il fait l'AREA, il va en médecine interne, il quitte l'hôpital. Que nous, donc, comme maintenant toutes les réanimations, parce que les messages sont très bien passés, c'est des dimères et ultrasons pour tout le monde, et vraiment le CT scan au moindre doute. Et si c'est positif, l'héparine. Alors, dans l'étude qu'on vient de finir, enfin qu'on a fini et qui est en révision actuellement avec Bruno Megarban, on a un résultat très très clair, c'est que quand vous prévenez le thrombus, vous êtes gagnant. En revanche, si vous avez le thrombus et que vous mettez de l'héparine, ces malades-là, en fait, ils saignent énormément et on a quasiment 100% de complications de saignement. Alors, ça peut être un petit saignement ou des gros saignements, mais à chaque fois qu'on est en retard d'un coup et qu'on arrive après et qu'on met du curatif, ces malades, je pense, ont une maladie vasculaire qui fait que dès qu'on est curatif, il y a un signe de saignement qui peuvent aller jusqu'à l'hémoptysie. Alors effectivement, tout à l'heure, il a été dit que dans le cœur, à ma connaissance aussi, je n'ai pas vu de papier montrant le virus dans les cellules endothéliales cardiaques. En revanche, vous connaissez sûrement le papier de l'équipe de Zurich qui, très très tôt, avait montré effectivement des inclusions virales dans les cellules glomérulaires, mais aussi dans les cellules endothéliales de l'aorte. Donc moi, je pense qu'il doit y avoir quand même une maladie du vaisseau. Donc la question du traitement curatif, c'est, on pense au thrombus et à l'extension du thrombus, mais il faut avoir en tête comme arrière-pensée le vaisseau, le micro-vaisseau qui est malade. Très rapidement, l'artère est aussi un problème. Il y a même un papier qui est sorti récemment qui a dit peut-être qu'il y a beaucoup plus de thrombus artériels que de thrombus veineux.
Juste retenir qu'en plus des cas d'infarctus qui ont été décrits ici à la Pitié, on a vu nous-mêmes des AVC. Et en fait, je crois que c'est la première fois que j'en ai parlé à Gilles quand on s'était dit, tiens, on va essayer de reprendre les 3 équipes de Brescia en Italie, la Pitié et la Riboisière. C'est que moi, j'avais eu un malade qui a été transféré de Pontoise, qui était un peu dyspnéique, mis sous oxygène dans un service de médecine. Et tout d'un coup, en pleine nuit, elle fait son AVC. Et malheureusement, voilà, on n'a pas, l'équipe sur place n'a pas imaginé que c'était un AVC. Elle arrive chez nous et nos neuroradiologues, quand ils vont tirer le thrombus, ils disent c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude. Et donc je t'en ai parlé, tu m'as dit c'est étonnant. Moi aussi, quand je fais les coraux de ces malades, d'abord le thrombus il est dans l'aorte en partie, et c'est ce qu'on a vu chez la dame aussi. Et donc c'est un peu de là que notre collaboration a démarré. Et je vous montrais un cas qui est spectaculaire, qui est une dame qui effectivement a fait un thrombus total de l'aorte. Vous voyez, on reconnaît à peine en haut l'aorte, vous avez vu, qui est thrombosée de haut en bas, avec effectivement une dame qui est décédée. On s'est battu, mais on n'a pas pu la sortir d'un infarctus mésentérique massif. Mais vous voyez que tous les organes, incluant la rate et le reste, ont eu leur lot de thrombus. Un petit mot sur les microthrombus. Donc ça c'est un papier qui est sorti ce matin, mais tout à l'heure Alain disait effectivement c'est une maladie multi-organes. Donc le rein, ça a été aussi une découverte. Le rein est très vite touché à un très haut niveau. Effectivement, on voit quand on regarde les globules blancs et les plaquettes en vert et les globules blancs en rouge, on voit effectivement que sur l'ensemble des organes, on a des microthrombis. Donc c'est vraiment une maladie qui touche les veines, les artères et les micro-vaisseaux. Voilà. Donc le message général, c'est que c'est très fréquent. Je ne sais pas si pendant la discussion, vous me poserez la question qui m'est posée 10 fois par jour de gens qui sont sains, qui se promènent dans la rue, qui sont positifs. Est-ce qu'il faut être sous anticoagulants? Donc si vous me la posez, je vous répondrai. Et les artères, les artères se thrombosent aussi, les micro-vaisseaux, et il faut vraiment faire de la prévention. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandre. Bon, alors on te la pose tout de suite. Ça sera gagné du temps à partir de quel moment? Ouais, mais vous allez dire qu'il n'y a pas de data. Donc, moi, c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'émotions dans le truc avec l'Institut médico-légal. Et quand vous voyez des jeunes qui vont acheter le Doliprane, qui reviennent, qui meurent, moi, ça m'a secoué. Mon attitude est la suivante, c'est que quand les gens appellent, d'abord, parce que les Covid+, il y en a plein, les étudiants en médecine, les internes, on a tout. Moi, ce que je propose, c'est deux niveaux. C'est tout d'abord, regarder avec la saturation, si la saturation est bonne, pas bonne. Bon, si la saturation est bonne, s'il a un peu de fièvre, un peu de fatigue, il n'y a pas de souci. Mais si on rentre chez quelqu'un qui vraiment ne bouge pas de son lit, parce que c'est quand même une maladie qui tape. Deuxièmement, qui a de la fièvre, qui clairement ne va pas bouger de chez lui pendant 2-3 jours, moi je propose un niveau préventif, mais niveau 1, c'est-à-dire pas la double dose, mais niveau 1, moi je trouve que c'est déjà mieux que rien, parce qu'une fois encore, il y a des jeunes dans notre étude qui ont fait des embolies pulmonaires massives alors qu'ils n'avaient pas de facteur de risque. Mais tu as regardé leur fibrinogène et leur dédimère, ou tu fais ça indépendamment des marqueurs Moi je pense que c'est compliqué. Tu vois, par exemple, je pense que nous tous là, on a nos internes, on a nos chefs de clinique, on a des malades qui t'appellent en disant... c'est compliqué, au point de vue général, c'est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu doses et que tu as le fibrinogène qui dépasse 6 ou les dédimères qui dépassent 3000, ça, la discussion... le problème, c'est que moi, je n'ai pas dosé chez les malades dans les... À partir du moment où le patient est hospitalisé pour une forme... Moi, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Chez le malade qui est hospitalisé, moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas de discussion. Non, mais là où il y a discussion, et vraiment, j'insiste, il faut qu'il l'ait 1 mois après être sorti. Vraiment. Vraiment. Il y a des cas d'embolie pulmonaire clairement décrits, de malades qui étaient à l'hôpital et qui ont fait des arrêts soudains. Et beaucoup de gens disent qu'il a fait l'arrêt soudain parce qu'il a fait un trouble du rythme. Il faut arrêter ce délire-là. Les arrêts soudains dans le Covid, c'est l'embolie pulmonaire. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas autre chose. Et on a beaucoup de cas, même de malades qui quittent l'AREA, qui sont retransférés dans les hôpitaux. Et on me dit il a fait un arrêt sur un trouble du rythme. Non, il a fait une embolie pulmonaire. Donc ça existe et on le sait et c'est étiqueté aujourd'hui. Donc ces malades-là, il faut vraiment qu'ils restent sans anticoagulant. Les ambulants, bon, je vous ai dit, ça c'est ma vision, mais effectivement, on peut se dire, tant qu'ils ne rentrent pas à l'hôpital, on ne fait pas. Alors on est tous venus à ce que tu dis, c'est-à-dire une augmentation des doses d'anticoagulants parce qu'on voyait qu'on était en échec, en particulier à l'hôpital.
sur les ambulatoires, c'est vrai qu'il est assez attractif d'utiliser des AOD Voilà. très largement, très rapidement, peut-être orienté ou pas par les marqueurs, ça reste ouvert. Moi, je suis surpris par l'expérience du Mont Sinaï. Vous irez voir le papier qui est en ligne dans le JAC, maintenant avec 4000, je sais plus, 600, 700 malades. Et regardez thérapeutique versus préventif, et ça sort pas bien, ça. Par contre, anticoagulation tout court, ça sort très bien. Oui. Mais on ne sait pas tout sur l'anticoagulation encore. Et sur les meilleurs médicaments, je pense que l'héparine standard, c'est pas un bon médicament, contrairement à ce qu'on peut penser. Nous, c'est pour ça qu'avec nos hématos, c'est plutôt HBPM ou AOC. C'est le meilleur traitement, c'est HBPM, et tout le monde commence à le dire. Et alors, juste une question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, mais c'est une maladie thrombotique ou c'est une maladie endothéliale? Très certainement les deux. Il y a des éléments pour penser que c'est vraiment les deux. Nous, on a un facteur qui est le GDF15, qu'on a mesuré. Le GDF15, il monte comme, tu sais, les malades qui font les hématomes dans le psoas, ce truc comme ça. C'est-à-dire que tu sens que le micro-vaisseau, il est au bout du bout, il est malade et il ne joue pas son rôle. Donc il y a clairement une maladie, enfin je pense qu'il y a une maladie endothéliale. On a mesuré aussi l'adrénoméduline. Le papier est en révision aussi, qui monte très fort. Donc c'est sûr que la cellule endothéliale, elle prend un coup sur la tête. Et on sait aussi qu'in vitro, il y a aussi des soucis de coagulation. Alors, les gens pensent que c'est le facteur tissulaire, mais c'est en train d'être étudié encore. Ouais, okay. Et alors, tu nous as montré des beaux Doppler avec des énormes thrombis. Et tu nous dis que quand il y a des thrombis, on les anticoagule. Bon, c'est vrai qu'il est peu probable qu'on arrive à les faire fondre avec l'anticoagulant, tellement ils sont énormes. Tu nous dis qu'ils saignent. Vous avez mis des filtres caves ou pas? Alors, tu sais que les réanimateurs, ils n'aiment pas trop les filtres caves. Mais ça, on est dans des cas exceptionnels. Nous, en tout cas, entre Bruno et nous, à peu près, parce que nous, on couvre aussi Saint-Louis, on a à peu près 150 malades. Nous, on n'a jamais vu, une fois qu'on a vu le thrombus, qu'on l'a traité, on n'a jamais vu d'embolie pulmonaire secondairement, alors que tu vois, on les suit régulièrement. Mais c'est peut-être une erreur. En tout cas, j'imagine qu'à ce jour-là, si le gros truc part et qu'on voit un deuxième à côté, probablement qu'on le ferait quand même. Et c'est pas des CIVD, ceux qui saignent? Ah non, c'est vraiment... on a l'adjoint du chef de service d'un des SAU du nord de Paris, un grand baraquet, il nous a fait l'hémoptysie, on a mis le ballonnet, on est allé à Tenon, il a été embolisé, le type il est comme toi et moi aujourd'hui, donc c'est vraiment une maladie vasculaire. Autre question pour Alexandre? Donc vous préférez l'héparine, bien sûr, aux AOD. À l'hôpital, en thérapeutique, je pense qu'on va... Ouais, c'est plus facile à manier quand même. Les AOD... Mais l'étude de Fuster, c'est exactement ça. C'est HBPM contre AOD. Alors, en ambulatoire, ça serait probablement une solution. Mais là, ils vont être hospitalisés. Le problème des HBPM en ambulatoire, c'est que d'abord, en période de confinement, il faut trouver les infirmières pour faire les injections. Ouais. Il n'y a trouvé personne. Je suis d'accord. C'est un vrai problème. Je suis d'accord, mais une fois encore, j'avoue humblement que je suis biaisé parce que je suis dans le truc depuis plusieurs mois, mais quand tu vois des jeunes qui se payent dans le tronc de l'artère pulmonaire, tu te dis que quand même, et puis on sait tous que c'est une maladie thrombotique. C'est clair, nous le premier malade dans le service le 25 février, c'était une embolie pulmonaire massive, donc on envoie l'ECMO, les MAC mettent l'ECMO à Creil, c'était le fameux professeur là, du collège de Creil, et qui avait une maladie Covid pulmonaire modérée finalement, et une embolie pulmonaire massive qui a emporté. Et le premier malade, la gamine de 12 ans, là, dont tout le monde a entendu parler, je ne sais pas si vous connaissez le détail, mais c'est une embolie pulmonaire. Fille de 12 ans.